Messieurs, dames, bonsoir. Je vous propose de vous asseoir. Tu me laisses faire les DR? On n'en a pas parlé. Les décisions modificatives du budget, je les fais. Messieurs, dames, bonsoir. On va commencer si vous voulez bien. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on va commencer par la liste d'émargement comme d'habitude. Alors, on y va. Qui n'est pas arrivé encore. Laurence Hutereau. Jean-Claude Ami. Corinne Bourrel. Présent. Michel Champy. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mahmoud Benkachou est absent et a donné pouvoir à Madame Corbeau. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay est absent et a donné pouvoir à moi-même. Louis-Jean Nicolaï. William Derouet. Graziella Laganne. Morgane Garot. Anaïs Serrin est absente et a donné pouvoir à Madame Aubert. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet. Gérard Lemoine. Michel Néron. Pascal Renoux. Annie Bouteloup. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Et donc, il nous manque Jackie Dessert qui devrait arriver. Je vous fais passer la liste d'émargement. Avec un crayon. Je vais passer le crayon. Alors, pour le conseil municipal de ce soir, il me faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Qui était le dernier secrétaire ou secrétaire? C'était Michel qui avait été volontaire. Voilà, donc ce serait bien que ce soit une jeune femme ce soir qui se propose volontairement avant que je le désigne de façon volontaire. Il n'y a pas de jeunes, pas monsieur Frison. Il n'y a que des jeunes ce soir. Alors, qui veut bien être secrétaire de séance? Céline, merci Céline. Céline Aubert sera secrétaire de séance. Parfait. Merci beaucoup de ton acte de volontariat. Je vous propose du coup de faire le point sur l'ordre du jour. Alors, donc l'ordre du jour est le suivant. Nous avons l'approbation du procès-verbal du Conseil du 13 septembre 2021. Nous avons donc la présentation de M. Régnier tout à l'heure, chef de projet ORT, qui va venir se présenter et présenter ses missions. En affaires financières, nous avons une délégation de service public pour l'exploitation de l'eau potable, fixation du prix de l'eau, décision modificative 4-5 sur le budget principal, numéro 1 sur le lotissement, numéro 6 sur le budget principal et numéro 4 sur le budget du camping. Nous avons un rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, et une convention de prestation de services entre la communauté de communes Sud-Sarthe et la commune relative à l'entretien des espaces verts. En ressources humaines, nous avons la convention de mutualisation de services entre la communauté de communes Sud-Sarthe, la ville du Lude et la ville de Maillet pour l'ORT et les petites villes de demain. Un rapport social unique 2020. En urbanisme, nous avons les cessions de parcelles E1009 et E1011-6, le Petit Pont-Four. La cession d'un local cadastré AV42-6 allée des Bourreliers et l'acquisition d'une parcelle cadastrée AD123, 24 rue Doré. En informations diverses, donc ce sera les informations sur les prises de décision de Madame le maire dans le cadre de ces délégations. Est-ce qu'il y a des modifications? Je peux le passer aux voix. Oui, monsieur Néron. Il faut prendre le micro, monsieur Néron, parce que nous sommes filmés. Oui, en tant que secrétaire de séance, j'ai le plaisir d'attirer votre attention sur une petite anomalie au niveau des absents excusés. Monsieur William Derouet a donné procuration à Madame Graziella Laganne,
laquelle Valérie Gann a donné procuration à Madame Guénard. Donc Madame Gann n'était pas là. Alors, vous êtes déjà au PV que j'ai pas vu, c'est ça? On est juste à l'ordre du jour, Monsieur Néron, mais après on passe au PV. Si vous voulez juste qu'on vote l'ordre du jour, puis après je reviens sur le PV et on refait un point. Vous voulez bien? Gardez le micro. Tout va bien aller. Donc, sur l'ordre du jour, Monsieur Néron, il n'y a rien à dire. Tout va bien sur l'ordre du jour. Je vous propose de passer au voix l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des personnes contre l'ordre du jour qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, je voulais aussi vous dire que nous rajoutons à l'ordre du jour un point qui est un vœu pour un fonctionnement pérenne des urgences dans notre département. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et juste avant de commencer, j'avais aussi une réponse à la question de Monsieur Frison. J'avais une réponse pour vous concernant l'indemnité pour élection, le coût d'une permanence d'une journée aux élections 2021 s'est élevé à 110 €. Voilà. C'est la question que vous aviez posée et que je n'avais pas la réponse au dernier conseil municipal. Voilà. Donc, on va passer maintenant au PV du Conseil du 13 septembre 2021. Monsieur Néron, je vous écoute. Le micro, s'il vous plaît, Monsieur Néron. Puisque procuration a été donnée par William Derouet à Madame Gann, laquelle Madame Gann a donné pour pouvoir à Madame Guénard. Oui, il y a une erreur, là, ça c'est sûr. Tout à fait. Madame Gann... Voilà. Quand on corrige, il y a des changements. Bien, on va corriger ça, pas de souci. Ça ne vous empêche pas de... Madame Potier, il faut prendre le micro, s'il vous plaît. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir deux personnes de procuration à la même personne. Ça l'était jusqu'à la fin des dispositions de la crise sanitaire. Ça ne l'est plus maintenant. Mais ça l'était, oui. Enfin, en tout cas, celui-là. Puisque la fin, ça a été fin septembre. Malgré la remarque de M. Néron, Le micro, qui page, je vous fais quand même passer la signature du compte rendu si vous n'avez pas d'autres remarques. Alors, on ne l'a pas voté du coup, mais ce que je vous propose, c'est donc la modification pour le prochain, bien évidemment, mais je vous propose de le passer aux voix quand même. Hein, qui vote contre? Oui. Ah oui, bien sûr. En plus, on a les enregistrements, monsieur. On a les enregistrements et puis on a les pouvoirs, donc on va vérifier. Et on a les margements signés. Donc, je vous propose de passer aux voix ce procès-verbal s'il n'y a pas d'autres modifications à apporter. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, nous allons bien évidemment corriger ce procès-verbal. Du coup, on va commencer le conseil municipal avec l'ajout supplémentaire dès maintenant. Donc, c'est un vœu, un projet de délibération en lien avec ce vœu. Les fermetures répétées des services d'urgence hospitalière durant l'été 2021 ont mis à mal l'égalité d'accès aux soins de la population sarthoise, comme vous le savez. Les fermetures de nuit ou pour des journées entières sont de plus en plus nombreuses sur l'ensemble de nos établissements de santé. Déjà fortement impactés par les différentes réformes hospitalières, ces hôpitaux de proximité sont aujourd'hui menacés. Avec la pénurie de médecins et la fermeture de lits, une nouvelle étape est franchie avec ces fermetures régulières d'urgence. Voilà. Donc, on vous a mis l'ensemble du vœu. Donc, les élus de la commune nouvelle du Lude, dans le cadre de la préparation du projet de loi financement de la sécurité sociale, PLFSS 2022, souhaitent interpeller le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, et tous les parlementaires, afin qu'une autre politique de santé soit mise en place avec des moyens financiers à la hauteur pour répondre aux besoins de la population. Sachez que les difficultés de recrutement dans le domaine de la santé ne relèvent pas que des médecins. Nous avons des difficultés actuellement de recrutement des médecins, mais aussi d'agents hospitaliers, d'infirmières, etc. Et nous sommes, nous aussi, touchés sur l'hôpital du Lude par des manques d'infirmières criants qui nous ont obligés à fermer 10 places. À l'hôpital du Mans, on est sur une 50aine de lits, enfin, etc. Donc, on a des grandes difficultés sur l'ensemble de nos établissements de santé. Donc, je pense qu'il est important que la ville du Lude aussi, de par le fait qu'elle ait un hôpital,
même si on n'a pas de service d'urgence, puisse aussi soutenir ce vœu directement vers le ministre de la Santé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce vœu? Est-ce qu'on peut le modifier? Oui, monsieur de Nicolaï, dites-moi. Il faut que vous preniez le micro, monsieur de Nicolaï. Je trouve que afin qu'une autre politique de santé soit mise en place avec des moyens financiers à la hauteur pour répondre aux besoins de la population, ça veut dire que ça ne gêne pas de tout centraliser sur une grande ville. Donc moi, je voudrais qu'on mette en respectant les territoires. Très bien. Tout à fait, pas de problème. Pas de réflexion particulière en respectant les territoires? Le maillage sur le territoire? Le maillage territorial. Voilà. Très bien. D'autres remarques sur ce vœu? Une remarque de ma part. J'espère que vous mettez autant de force et de conviction à défendre l'hôpital du Lille. Monsieur Nicolas, je vous ai vu dans la presse devant les bagnoles. J'espère que ce sera pareil pour notre hôpital. On verra des questions en fin de conseil tout à l'heure. Merci. Voilà. Juste une réflexion, monsieur Frison, par rapport à votre interpellation. Ça fait plus de 15 ans maintenant que l'ensemble des élus soutient l'hôpital du Lude, et aujourd'hui, s'il en est là, c'est parce qu'il a été soutenu. S'il a des nouveaux bâtiments, c'est parce qu'il a été soutenu. En aucun cas, on ne soutient pas l'hôpital du Lude, au contraire, mais on en parlera tout à l'heure avec votre question, tout en sachant... Tout en sachant juste que ce n'est pas de la compétence municipale. Mais en effet, les élus le soutiennent, pas de souci. Je vous propose donc de le passer aux voix. Qui vote contre ce vœu? Qui s'abstient? Je vous remercie. En affaires financières, du coup, nous avons la délégation de service public pour l'exploitation de l'eau potable avec le choix du délégataire et l'approbation du contrat. Est-ce que tu veux intervenir? Alors, on vous a donné donc l'ensemble des documents, on en avait déjà parlé, et bien évidemment, la commission du 8 juillet 2021 a émis l'avis d'inviter la société Compagnie fermière des services publics Veolia Eau à entrer en négociation avec la ville, ce que nous avons fait. On a donc eu une première réunion de négociation le 8 septembre 2021. Le candidat a été invité à remettre une offre améliorée pour le 17 septembre 2021. La négociation étant parvenue à son terme, il convient donc au conseil municipal de voter pour cette décision sur la base des critères non pondérés et non hiérarchisés précisés dans le règlement de consultation et au vu de l'analyse des offres réalisées selon ces critères. J'ai ensuite décidé de soumettre à l'approbation du conseil municipal le candidat Compagnie fermière des services publics Veolia Eau comme délégataire pour les motifs exposés dans le rapport du maire, que vous avez normalement en copie. Donc, considérant l'analyse des offres et le résultat des négociations, l'avis de la commission aussi, bien évidemment, après en avoir délibéré, donc je vous propose d'approuver le choix de retenir la Compagnie fermière des services publics, Veolia Eau, d'approuver le contrat de délégation des services publics dont la durée est de 7 ans à compter du 1er janvier 2022 et de m'autoriser à signer le contrat de délégation des services publics et ses annexes. Avez-vous des questions sur ce point? Oui, monsieur Forestier, il faut prendre le micro. Juste une remarque. L'eau, c'est un produit de première nécessité et l'ouverture des marchés montre que la maîtrise des prix ne va pas vers le bas. Donc je voudrais féliciter la commission, dont je fais partie, donc par la même occasion, la commission pour le travail qui a été fait pour essayer de trouver une solution et le travail que vous avez fait aussi derrière. Mais ce type de produit, c'est vraiment nécessaire à la vie. Donc faire de l'argent là-dessus, c'est un gêne. Alors pour répondre, pour compléter peut-être, mais ensuite on a la fixation du prix, donc on va aussi aborder ce point. Donc la première proposition qui a été, il faut savoir que quand nous avons ouvert les plis, nous avons eu qu'une seule société qui a répondu. Cette société a fait une offre qui était largement supérieure au prix de l'eau que nous avons en ce moment. Et donc nous avons refusé cette proposition. Donc c'est là où nous sommes rentrés en phase de négociation.
Et sur cette phase de négociation, il a été décidé pour permettre quand même, comme vous dites, d'avoir un prix correct pour l'eau, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous avons un coût extrêmement faible de l'eau parce que nous avions la chance, à un moment donné, d'avoir la société Candia qui consommait énormément d'eau, donc il y avait un volume très important, ce qui nous a fait baisser le prix de l'eau. Aujourd'hui, Candia étant fermé, le volume n'est plus aussi important et donc, bien évidemment, l'entreprise a revu ses prix à la hausse et a aussi fait une comparaison avec les villes qui nous entourent, qui ont un prix de l'eau beaucoup plus élevé. Donc, nous avons décidé, et donc on passera justement à je passe au point suivant, nous avons décidé de donner un coup de main, en tout cas financier, à l'ensemble de la population pour ne pas subir cette augmentation importante que souhaitait la société Veolia, malgré la négociation que nous avons pu avoir. Donc on va revenir sur la fixation du prix, mais avant je vais vous proposer de passer aux voix, en tout cas le choix de retenir cette compagnie, qui est la seule qui a répondu, hein, de toute manière, donc voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on passe à la fixation du prix de l'eau. Donc, pour faire suite à la négociation avec Veolia en date du 22 septembre 2021 et considérant l'augmentation importante du contrat répercutée sur la facture des Ludois, j'ai demandé une simulation de lissage de cette augmentation sur la durée de contrat de 7 ans. Le coût de ce lissage sera pris en charge par la collectivité, la mairie, et s'élèverait à environ 120 000 € sur 7 ans sur le budget communal. Donc nous allons donc prendre 120 000 € à notre charge sur 7 ans pour que le prix de l'eau augmente sur 7 ans et ne soit pas augmenté dès l'année prochaine. Voilà. L'idée, c'était d'arriver au montant que d'une manière, à un moment donné ou à un autre, il faudra payer, mais que je souhaitais que les Ludois aient cette augmentation tranquillement sur 7 ans et non pas avoir une augmentation très forte l'année prochaine. Voilà. Donc, on vous a mis donc un tableau avec l'abonnement annuel et le prix du mètre cube en 2022, 2023, etc., pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Aujourd'hui, l'entreprise Veolia nous demandait donc un abonnement annuel de 23 € et un prix à 0,233 le mètre cube. Voilà ce qu'il demandait à partir de l'année prochaine. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que l'année prochaine, l'abonnement sera à 14 € et le prix du mètre cube sera à 0,173. Et ensuite, vous voyez sur le tableau, ça augmente petit à petit pour arriver au terme de la négociation, c'est-à-dire du prix demandé par Veolia. Et cette différence sera prise en effet par le budget communal. Avez-vous des questions par rapport à cette proposition? Donc il y a eu une négociation, déjà on a fait baisser le prix de l'abonnement et le prix au mètre cube, mais comme l'augmentation est quand même forte, on trouvait important de pouvoir lisser. Mais moi j'aurais un souhait, c'est ce que vous venez d'indiquer sur l'effort de la commune, soit indiqué au-dessus du prix. Oui, alors c'est indiqué ici, là, 120 000 € juste au-dessus. Ça a été rajouté. Ah, d'accord. Donc on va le rajouter dans le compte rendu, mais de toute manière, je vous le dis, c'est 120 000 €. Donc celui que je vous ai lu, là, pour faire suite à la négociation, etc., sera rajouté sur le compte rendu. Voilà. Donc je vous propose du coup de le passer aux voix. Alors c'est une grosse somme. Maintenant c'est une grosse somme, c'est 120 000 € sur 7 ans, d'accord. Donc c'est pas 120 000 € l'année prochaine pour la ville. C'est lissé aussi sur 7 ans. Mais c'est une façon quand même d'aider la population pour qu'elle n'ait pas une augmentation très forte de l'eau dès l'année prochaine. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la parole à Corinne. Alors, décision modificative numéro 4, budget principal. Donc, la somme de 7 332,76 € était tous les ans provisionnée pour l'entreprise Doyen dans l'attente de la clôture du marché de la maison des services. Donc, pour faire suite à la clôture du marché de la maison des services, une décision modificative est nécessaire pour transférer la somme de 7 332,76 € vers une opération budgétaire. Donc, en section d'investissement, en dépenses, on va prendre 2313
fonction 520, 7 332,76 €, et porté au 2313, fonction 20, opération 102, 7 332,76 €. Avez-vous des questions? Oui, c'est quoi la maison des doyens? C'est la maison des services. Oui. Oui. Ah. Oui, c'est ça. Qui n'a pu être réalisé. Faut que tu prennes le micro, monsieur Ami, s'il vous plaît. Une entreprise doyen, c'était une entreprise de gros œuvres, n'a pas pu réaliser la fin de l'évacuation des eaux pluviales avant que tout le chantier Climat-Monde soit réalisé. Donc c'était resté en attente. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, décision modificative numéro 5, budget principal. Donc, pour faire suite au transfert du service autopartage au CCAS, il est nécessaire de transférer l'actif y afférent pour les véhicules Zoé et annuler l'assujettissement TVA de ce service. Donc, pour ce faire, en section d'investissement dans les dépenses, on va porter au 204 411, chapitre 041, 26 818,88 €. Et en section d'investissement dans les recettes, on va porter au 2182, chapitre 41, 26 818,88 €. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision modificative numéro 1, budget lotissement, la Croix-Blanche 2. Pour faire suite à des travaux supplémentaires de l'entreprise Pigeon pour l'aménagement du lotissement La Croix-Blanche 2, une décision modificative est nécessaire. Donc en section d'investissement en dépenses, on va porter au 35,55 2000 €. En section investissement dans les recettes, on va porter au 168 748 2000 €. En section de fonctionnement en dépenses, on va porter au 6045 2000 €. Et en section de fonctionnement recettes, on va porter au 713,55 2000 €. Avez-vous des questions? Alors l'entreprise Pigeon, je ne sais pas, je ne connais pas les travaux. Faudrait qu'on nous posera la question, j'y ai pas demandé. C'était pourquoi peut-être, monsieur Pigeon, Foucault? faut que tu Pigeon. faut prendre le micro. Ça doit être plus C'est du terrassement. du terrassement, je pense, ouais. C'était sur la plateforme de retournement, parce que, étant donné que la route ne sort pas sur le côté, il fallait faire une plateforme de retournement le jour de la construction des maisons qui aura par la suite, et il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. Ce qui a été fait, tel que pour Veolia les poubelles, les pompiers s'ils intervenaient, il n'y avait pas de choses comme ça. Pour pouvoir ressortir, en fait, du lotissement. Donc du coup, il faut faire aussi une modification numéro 6 au budget principal. Ça a été voté. Ah pardon, non. Je vais trop vite. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la modification du coup maintenant au numéro 6, budget principal. Donc pour faire suite à la décision modificative du budget du lotissement La Croix-Blanche que nous venons de voter, une décision modificative est nécessaire sur le budget principal. Donc du coup, en section d'investissement en dépenses, on va porter au 276 348, fonction 01 2000 €. En section d'investissement recettes, porté au 102,26, fonction 01 2000 €. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, décision modificative numéro 4, budget camping. En mai 2021, la commission tourisme a validé le projet de rénovation d'une salle conviviale au camping. Afin de déposer des demandes de subvention, il est nécessaire d'avoir une étude financière précise réalisée par un architecte. Donc, afin d'engager cette dépense, une décision modificative est nécessaire. Donc, en section d'investissement en dépenses, on prend au 2313, fonction 95, 5 000 €, et on porte au 2031, fonction 95, 5 000 €. Avez-vous des questions? C'est uniquement l'étude financière ou c'est l'étude de la salle? Non, c'est une étude financière ouais. et une simulation de travaux pour la réalisation du cahier des charges.
pour ensuite, parce qu'on n'a pas le choix, pour préparer le cahier des charges, pour ensuite proposer le projet pour qu'un architecte puisse répondre. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, que nous votons tous les ans. Donc, je vous précise que le montant de l'attribution de compensation définitive 2021 est de 764 946,73. Donc, lors de la réunion du 4 octobre, nous avons abordé le rôle de la CLEC, les modalités de fixation du montant de l'attribution de compensation, les montants d'attribution de compensation pour 2021, l'évaluation des charges transférées. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est une charge transférée? Ce sont les charges que prennent l'intercommunalité et que n'a plus donc la commune. Donc, nous lui remboursons ces charges. Et donc, ça vient en moins sur notre attribution de compensation. Et l'attribution de compensation définitive, donc vous avez le dit rapport qui a été mis donc en pièce jointe. Donc il faut voter évidemment ce rapport 2021 de la CLEC, de la communauté de communes Sud-Sarthe. Avez-vous des questions? Juste cette année a disparu la compensation pour l'école de musique que vous vous rappelez, nous avions décidé de prendre un trimestre à la charge de la commune. Et là, les élèves qui avaient le droit à cette aide ne sont plus dans l'école. Avez-vous d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix ce rapport. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc la convention de mutualisation de services entre la communauté de communes Sud-Sarthe et la commune relative à l'entretien des espaces verts. Dans le cadre d'une bonne gestion de ces équipements sur le territoire, la commune Sud-Sarthe souhaite mettre en place des conventions de prestation de services concernant donc ces bâtiments intercommunaux qui se situent sur le terrain communal. Donc c'est pour l'entretien des espaces verts et les interventions réalisées sur les biens communautaires, interventions d'urgence. Donc voilà, considérant la convention de prestation de services qui a été annexée au présent conducteur, est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose de la passer aux voix. Pardon. Attendez, prenez le micro s'il vous plaît, monsieur Frisson. Ça veut dire que la commune prendra sa charge des travaux, c'est ça? La commune, en fait, prend à sa charge l'entretien des espaces verts et des interventions urgentes sur des bâtiments intercommunaux, qui se situent sur la commune du Lude. Tout à fait. Et sans compensation financière. Comme toutes les autres communes, oui, de la communauté de communes Sud-Sarthe. Bien, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, monsieur Frison. Ah, pardon. Alors, monsieur Forestier, pardon, c'est moi qui... 2 abstentions, monsieur Frison et monsieur Forestier. Voilà. Alors, en ressources humaines, donc, nous avons une convention de mutualisation de services entre la communauté de communes Sud-Sarthe, la ville du Lude et la ville de Maillet. Donc, je vous rappelle l'historique. Nous avons été sélectionnés, la ville de Maillet et la ville du Lude, comme petite ville de demain. Et nous avons aussi une ORT aujourd'hui, une opération de revitalisation de territoire sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc nous avons une convention aujourd'hui de mutualisation pour un poste qui travaille sur l'ORT et qui travaille aussi sur la ville du Lude et sur la ville de Maillet. Donc on vous a mis cette convention de mutualisation en pièce jointe. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention? Donc c'est la convention qui concerne Bruno Régnier qui va arriver... D'accord, donc qui va arriver tout à l'heure pour pouvoir se présenter. Pas de questions particulières? Je vous propose donc de le passer aux voix. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, je vais pouvoir donc la signer. Nous avons aussi le rapport social unique 2020. Donc l'année 2021 marque notamment le passage du bilan social au rapport social unique, le RSU, institué par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ce rapport se substitue donc au bilan social qu'on présente d'habitude. Il est obligatoire et doit être élaboré chaque année. Pour cette première année de campagne, les indicateurs sont identiques à ceux présents au sein du bilan social 2019. Voilà, donc c'est un outil de référence pour renforcer la lisibilité de l'emploi public territorial. Il permet d'apprécier la situation de notre collectivité
à la lumière des données sociales regroupées sous plusieurs items que vous avez donc dans le rapport. Avez-vous des questions sur ce rapport? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En urbanisme, nous avons donc la cession de la parcelle, des deux parcelles, pardon, E1009 et E1011-6, le Petit Pontfour. Donc, je vous sollicite pour la vente du local et du terrain situé le Petit Pontfour, cadastré donc 1009 et 1011, d'une superficie totale de 17 968 mètres carrés au prix de 150 000 €, vu l'avis des domaines, évidemment. Donc, avez-vous des questions par rapport à cette vente? Non? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Qui l'achète, le Petit Pontfour? Une entreprise. Une entreprise, voilà. Madame Tellier, c'est une entreprise de... Je me souviens plus. Je suis désolée. Si, c'est ça. Oui, je crois que c'est Oui, ça. oui, c'est celle qui est déjà sur place et qui s'agrandit. Alors, de tête, c'est TSO? Non. Si, c'est ça, c'est l'entreprise TSO. Voilà. Donc, ils sont déjà présents hein, sur le Petit Pontfour et ils achètent donc pour s'agrandir suite à un développement économique. Voilà. Ben oui, oui, c'est plutôt bien qu'on continue à vendre des bâtis pour les entreprises. En plus, comme elles sont propriétaires, elles restent plus longtemps. Oui, c'est vrai. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons aussi la cession d'un local cadastré AV42 6 allée des Bourreliers. Donc là, je vous sollicite pour vendre donc ce local au prix de 25 000 €. C'est un local d'une superficie totale de 274 mètres carrés en vue de par rapport à l'avis des domaines. Alors, à la question qu'on va me poser tout de suite, je pense, c'est une entreprise aussi qui est juste à côté et qui s'agrandit aussi, puisque c'est bien l'entreprise Bordeaux. Je vous laisse participer aussi quand même. C'est pas oui, l'entreprise Bordeaux qui s'agrandit et qui a besoin de surface complémentaire et qui nous achète le bâtiment juste à côté. Voilà. Donc là, c'est le soutien aussi aux entreprises locales qui s'agrandissent. Avez-vous des questions? Mais du coup, j'ai peut-être répondu à la seule question. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'acquisition d'une parcelle cadastrée AD 123 624 rue Dorée. Je vous sollicite donc pour acquérir une parcelle qui se situe 24 rue Dorée, d'une superficie de 148 mètres carrés au prix de 20 000 € plus 2 000 € de frais d'agence. Cette parcelle fait partie des 3 que nous souhaitions acquérir en face de l'église. Petit à petit, on va y arriver. Voilà. Donc c'est une maison aujourd'hui qui est en mauvais état hein, et qui visuellement a été rénovée avec du béton. Voilà. Et qui est vraiment en mauvais état et qui aujourd'hui, nous avons réussi enfin à trouver une solution à l'amiable puisque c'était une maison qui appartenait à une dame qui l'a vendue en crédit-bail et la personne qui l'a achetée n'a pas payé ses loyers, donc il y avait beaucoup de difficultés administratives, mais enfin on a trouvé une solution. Voilà. Donc, en voilà une en tout cas qui est achetée et qui devra être réhabilitée pour le quartier et voir comment on s'organise ensuite. Et ça, ce sera vu en commission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les informations diverses, c'était un point sur les acquisitions et les ventes. Je voulais vous dire que la signature était faite pour l'achat du 31 rue Dorée. Et du bien Portebeuf, vous vous rappelez, le bien Portebeuf, c'est un bien que nous avons coupé par moitié pour permettre donc à l'arrière de la maison des services de pouvoir avoir un accès piétonnier directement vers les écoles. Donc ça a été signé, voilà. Et puis nous avons aussi signé pour la vente du rez-de-chaussée plein 1 place de l'Hôtel de Ville, donc l'ancienne banque CIC qui a été vendue donc aux assureurs MMA qui sont en train de faire les travaux actuellement. D'ailleurs, vous avez dû voir, ils sont en train de tout retransformer. Voilà. Donc ça a été vendu aussi.
Je vous propose du coup maintenant de passer directement aux questions. Monsieur Frison. Avant, en information diverse, le président du syndicat mixte va devoir demander aux représentants, aux élus, aux représentants leur commune de bien vouloir, au sein de leur conseil communal, informer les autres élus des avancées des décisions prises. Voilà. Je pensais que M. Pallier et M. Chabot ont dit quelque chose là-dessus. Non, allez-y, M. le Président. Je ne suis pas le vice-président, mais enfin, je suis le président. L'information importante, c'est que donc, la taxe a été votée. Il a été voté qu'elle ne pourrait pas faire plus de 2 fois la valeur locative moyenne d'une commune. C'est-à-dire que c'est un plafond, c'est-à-dire que ça ne peut pas. Notre ami Mimi en réunion disait oui, il y en a qui ont payé 13 000 euros. Alors, Monsieur Frédon, juste pour dire à ceux qui regardent leur écran que vous parlez d'Émile Guillon, le maire de la Chapelle-aux-Choux. Voilà, qui s'inquiétait que des gens puissent avoir de très beaux, qu'il y a une limite qui est fixée, et l'ensemble des élus, ça aurait pu être beaucoup plus, ça a été fixé à 2 fois, pas plus que 2 fois, les élus ont fixé à 2 fois. Et puis il est important aussi de savoir qu'il va être compliqué pour les Lugois, mais aussi les autres habitants du périmètre, de savoir combien sera leur taxe, puisque ça ne sera, le coefficient ne sera voté qu'en avril. Ça veut dire que ça va être loin. Enfin, il est important aussi que les gens fassent attention, pour les propriétaires, que ce sera à eux de faire fixer auprès de leurs locataires cette taxe. Voilà. Je pense que c'est évident. Voilà. Bon, je pense que de toute manière, le syndicat fera une information complète auprès des habitants de l'ensemble de ces décisions et puis aussi du vote derrière, parce qu'en effet, il va être important pour tous d'être bien informés. Oui, mais il y a le problème de... On ne peut pas donner d'indication du montant. Oui, tout à fait. Donc c'est compliqué. Donc, je fais partie de la commission en communication du syndicat. Donc, il y aura des informations, mais pas que parcellaires. Les gens vont être déçus, ils vont dire, mais ils veulent savoir, mais en vrai, ils ne vont pas le voir. On passe à nos questions. Oui, Monsieur Frison. Madame le maire, les élus de la minorité souhaitent vous interroger sur les points suivants. Nous avons été interpellés par des salariés inquiets de l'avenir de l'hôpital du Lude. En effet, sur un effectif de 8 infirmières, il n'en restera plus 3 au 1er novembre, avec un effectif réduit de 60 à 50. La direction a choisi comme stratégie de ne plus accepter les nouveaux patients, se refusant toute mesure qui permettrait d'atténuer le problème et permettrait aux salariés malmenés, et ça j'ai vraiment entendu, salariés malmenés, de souffrir un peu et d'avoir leur congé. C'est là qu'on continue de voir. Il est évident depuis de nombreuses années qu'il y a une volonté de l'ARS de fermer les soins du sud du Lude pour les grouper sur Château du Loir, alors même que le taux d'occupation sera meilleur et les enquêtes de satisfaction sont très positives. Pour preuve, il n'y a plus que les consultations avancées cardiologiques qui ont repris au Lude, alors même que toutes les consultations avancées ont repris sur Château du Loir. Et chaque fois, j'étais très surpris de ces informations. Madame le maire, en tant que présidente du conseil de surveillance, quelle position adoptez-vous et laissez-vous disparaître l'hôpital de Lude qui ne deviendrait qu'un gros EHPAD? Alors, Monsieur Frison, d'abord, ce soir, on est en conseil municipal, donc je ne vais pas parler en tant que présidente du conseil de surveillance, je ne peux pas me le permettre, je ne suis pas dans cette instance. Donc moi, je vais parler de mes compétences de maire du Lude, qui, au demeurant, soutient bien évidemment l'hôpital du Lude depuis des années. Sur le fait qu'il y ait un manque criant d'infirmières à l'hôpital, oui, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est la réalité, mais ce n'est pas la réalité que du Lude, malheureusement, c'est la réalité de l'ensemble de la Sarthe. Nous étions en groupement hospitalier de territoire il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire avec l'ensemble des élus et des directeurs des hôpitaux de la Sarthe. Nous sommes très inquiets pour l'ensemble des hôpitaux. Et comme je vous disais tout à l'heure sur le vœu, entre les fermetures de lits dans l'ensemble des structures et puis les fermetures des urgences, on est bien évidemment tous inquiets. Maintenant, sur votre phrase sur le gros EHPAD. Alors ça, c'est un sentiment qui est présent depuis des années en fait à l'hôpital du Lude parce qu'il y a quelques années de ça, l'ARS avait en effet comme projet que l'hôpital du Lude devienne un centre de gérontologie, on va dire, plutôt important sur le territoire. Monsieur Nicolai, à l'époque, s'était battu avec Marie-Yvonne Bonpas pour que cette situation n'apparaisse pas, et c'est d'ailleurs le cas, ce n'est pas arrivé. Nous avons ensuite pris la décision d'avoir une direction commune avec le CHM du Mans pour justement
protéger nos lits et qu'ils ne partent pas, comme vous dites, à Château-du-Loir, tel que c'était prévu par avance. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune, je dis bien aucune, décision de prendre des lits à l'hôpital du Lude pour le mettre à Château-du-Loir. Ça, c'est complètement faux et plus du tout c'est plus du tout, en tout cas, dans les projets de l'hôpital, tout simplement parce que nous avons aussi très clairement dit, y compris avec le maire du Mans et le directeur de l'hôpital du CHM, qu'aujourd'hui, pour que le CHM survive, il faut des hôpitaux de proximité, parce que tout le monde ne peut pas aller au CHM du Mans. Donc non, il n'y a aucune chance aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a 10 lits de fermés aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Sur l'organisation... Plus que ça, puisqu'il n'y a plus de nouveaux patients. Oui, mais ça ne veut pas dire que les lits ferment parce qu'il n'y a pas de nouveaux patients. En fait, ils ne prennent pas de nouveaux patients et ils en ont fermé 10 en effet. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un conseil de surveillance cette semaine. Je sais qu'il y a 2 choses qui sont importantes que je vais dire ici, même si je ne suis pas censée en parler puisque c'est interne à l'hôpital. Mais sachez quand même qu'il y a une nouvelle carte de santé qui est arrivée et justement qui est aujourd'hui travaille sur les ressources humaines, etc. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps quand même. Elle vient d'arriver. Donc je comprends les agents qui sont venus me voir parce qu'ils sont aussi venus me voir. Je sais qu'ils sont venus voir aussi M. Nicolaï. Ils sont venus voir beaucoup de monde, je sais bien. Mais je n'ai pas d'infirmière sous la main, moi, à mettre à l'hôpital. Aujourd'hui, nous essayons de trouver des solutions. Je sais bien que dans la réorganisation peut-être éventuelle, on pourrait peut-être mettre à profit pour que les lits soient mieux utilisés sans doute. Ça, c'est ce qu'on va voir en conseil de surveillance et c'est cette semaine. Donc, je pourrais vous apporter des informations suite au conseil de surveillance. Vous avez connu, comme moi, des périodes de grève, de tension en collège. Moi, j'en ai connu en institution, où moi, j'ai été faire des soirées, j'ai été faire des nuits, où mes chefs de service allaient faire pour compenser les absences du personnel. Là, il serait bon que les salariés, je pense, sont très fatigués, parce que forcément, s'ils sont plus de 3, ça veut dire des plannings très serrés, faire des 12 heures au lieu des 8 heures, etc. Les gens, ils ont besoin de repos. Ouais, mais Monsieur Frison, là, sur le... Il y a des choses, finis ma phrase. Non, mais j'entends. Il y a des choses à organiser pour ça. Oui, j'entends. Après, c'est pas la municipalité du Lude et c'est pas moi en tant que maire qui peut organiser, ni le conseil municipal, l'organisation de l'hôpital. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous dites que les salariés sont fatigués, je vous le confirme. Et c'est aussi, ils sont pas seulement fatigués parce qu'il manque des infirmières, ils sont aussi fatigués parce qu'on leur a demandé beaucoup pendant le Covid aussi. Et donc, il y a un cumul de fatigue. Et aujourd'hui, il manque 10% d'infirmières globalement au national. 10%, c'est énorme. Des personnes qui étaient infirmières qui ne le sont plus, qui changent de métier, etc. Le métier du social, ça devient très compliqué. Donc, je pourrais vous donner plus, en tout cas, d'informations après le conseil de surveillance lorsque nous aurons discuté à l'interne, mais ce n'est pas en conseil municipal que je vais parler de l'organisation interne de l'hôpital. Donc, on le fera en conseil de surveillance et je pourrais vous faire un retour après, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant qu'élu, je peux vous solliciter là-dessus et faire remonter cette information et nos inquiétudes, parce que si... Oui, allez, Non, mais vous avez raison, monsieur Frison. La seule chose, c'est que les élus, enfin les agents de l'hôpital m'ont appelé, ils ont été reçus. Donc tout ça, on le sait bien. La seule chose que je tiens à dire, c'est que l'alerte sur la fermeture de l'hôpital n'est absolument pas à l'ordre du jour, du tout. On a besoin de l'hôpital du Lude, ça a été très clairement dit par l'ensemble des instances du GHT. Donc de toute manière, non, il n'y aura pas de fermeture. Et il n'y aura pas non plus de gros EHPAD au Lude avec plus de consultations avancées ou plus. D'ailleurs, à titre d'information, mais ça, je pouvais vous répondre après, mais il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui avec l'hôpital en lien avec les pharmaciens, les professions libérales, etc. Et je crois qu'en CCS, vous en avez vu une preuve. Nous avons un gros travail sur la santé. Nous avons réalisé une vidéo pour essayer de retrouver des médecins, etc., pour soutenir justement l'activité de l'hôpital. On a tout un travail sur les locaux aujourd'hui pour soutenir l'activité de l'hôpital parce que les fonds de l'hôpital n'ont pas, ils n'ont pas assez de fonds pour pouvoir faire les travaux dans leurs bâtiments. Donc on va venir en soutien, nous, la commune du Lude. Donc non, absolument pas. L'objectif, c'est bien évidemment de garder notre hôpital et de développer les consultations avancées pour pouvoir répondre aux besoins de la population. La vidéo, je ne sais pas si elle validera avec celle de la commune de Cabrel, mais elle est très chère. Deuxième question. Oui, bien sûr, on va vous donner le micro, monsieur Nicolas. Oui, merci beaucoup, parce que, en effet, moi, je suis heureux que cette question de l'hôpital arrive quand même au conseil municipal, parce que on le voit
voit trop au niveau national où aujourd'hui la politique nationale fait en sorte que les hôpitaux les uns après les autres ont des difficultés extrêmement importantes, que ce soit l'hôpital central, que ce soit un hôpital de proximité. Et je crois que c'est aussi, et je remercie Madame le maire de dire très clairement que la position de la présidente du conseil d'administration au conseil de surveillance, pardon, et la position du maire de Lude, et de dire l'hôpital ne bougera pas tel qu'il est aujourd'hui. Nous maintenons la volonté de maintenir les lits de soins de suite et de réadaptation. Nous demandons, comme c'était prévu, les consultations avancées, comme elles étaient prévues dans l'accord qui a été passé à tout jamais, et qu'il faut très clairement que l'ARS confirme au conseil de surveillance que les volontés du maire de Lude et président du conseil d'administration, du conseil de surveillance, soient actées pour que l'avenir soit serein. Parce que c'est très compliqué pour vous de faire venir des personnes s'il y a un doute. Alors je crois que la meilleure des choses, c'est de montrer que l'avenir est serein, qu'il n'y a pas de risque à avoir, et au moins les personnes peuvent se dire qu'on va venir à l'hôpital du Lude travailler parce qu'il n'y a pas d'inquiétude. Rien n'est pire que de laisser un doute prévaloir en disant que voilà, oui, c'est vrai qu'en effet, la volonté c'était d'en faire un centre gérontologique au départ, et on savait très bien que si on supprimait les services de soins de réadaptation, il n'y aurait plus de médecins à l'hôpital, et il n'y aurait plus de consultation avancée parce qu'il n'y aurait plus de financement de la sécurité sociale. Par conséquent, c'est extrêmement important. Et moi, je suis dans tous les cas là-dessus très ferme en disant qu'il y a un accord qui est passé avec le GHT sur le maintien de l'hôpital de Lude. On ne rompt pas des accords lorsque il n'y a pas nécessité. On n'est pas un mouvement, aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement d'EHPAD. L'hôpital de Lude fonctionne avec l'hôpital du Mans en toute légitimité. Ça a été acté. Le conseil de surveillance prend les mesures pour et ça s'arrête là. Je pense qu'il faut être assez ferme au prochain conseil de surveillance avec l'ARS pour leur dire ça suffit, il faut vous le confirmer. Monsieur Nicolas, vous complétez, je pense qu'il faudrait aussi un effort de management. Alors, non, mais sur cette question, c'est une vraie question, mais qui sera abordée au conseil de surveillance. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà eu des avancées parce que il y avait une difficulté de management et malgré ce qu'on peut croire, j'ai quand même beaucoup œuvré pour que cette difficulté ne soit plus présente. Alors, moi, je veux bien qu'on me fasse croire que je ne soutienne pas l'hôpital, mais pourtant, j'ai beaucoup travaillé et œuvré au quotidien, et je pense que les filles qui sont au fond, vous le savez, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, c'est bien dommage, parce que j'y travaille régulièrement pour essayer de trouver des solutions, et quand on m'alerte, j'essaye en tout cas d'avancer. Alors après, un conseil de surveillance, ce n'est pas que le président, c'est l'ensemble des acteurs, et on sait très bien la force aujourd'hui de l'Agence régionale de santé, et c'est un combat au quotidien. Il n'y a pas une année où il n'y a pas un courrier qui part de la mairie du Lude vers l'ARS pour demander ou en tout cas alerter sur la situation et vouloir soutenir l'hôpital. Donc très clairement, il y a des choses qui devaient être actées, qui n'ont pas été actées parce que je les ai bloquées, etc., en termes de mutualisation. Il y avait une volonté, à un moment donné, de fusion entre plusieurs hôpitaux, on l'a bloqué. Enfin, on a réussi à se battre. Maintenant, je ne peux pas non plus trouver des infirmières comme ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Mais je vous remercie de faire Deuxième question. Il semblerait qu'il pourrait y avoir concurrence entre la mairie et l'hôpital. Par exemple, la psychologue, vous avez demandé nationaliser son cabinet. Votre réponse aurait été, voyez avec la direction de l'hôpital, qui aurait refusé, puisqu'il était question de cession, de c'est bien la commune. Cette professionnelle ne n'expliquait pas de vouloir partir. Ben, c'était ma question depuis, j'ai appris qu'elle est partie. Alors, donc, oui, tout à fait. Là, pour répondre à votre question, donc, la psychologue est enceinte et a fait le choix volontaire de ne pas revenir après sa grossesse. Juste par rapport à ce que vous avez dit là où vous n'avez pas toutes les informations, c'est qu'en fait, la psychologue était, ainsi que la sage-femme d'ailleurs, il n'y a pas que la psychologue, hein. La psychologue et la sage-femme sont dans des bâtiments qui appartiennent à l'hôpital aujourd'hui, qui sont très mal insonorisés. Donc, on a travaillé ensemble, la sage-femme et la psychologue, pour les installer en centre-ville du Lude.
dans un bâtiment communal qu'on aurait pu insonoriser avec nos propres moyens, puisque l'hôpital n'a pas les moyens aujourd'hui de faire les travaux sur ces bâtiments. Nous n'avons pas réussi à trouver de solution, d'autant plus que la psychologue, en fait, voulait revenir après son congé maternité seulement à mi-temps. Donc, c'était un peu compliqué pour l'orthophoniste, parce que c'était pas la sage-femme, pardon, c'était l'orthophoniste et la psychologue. Donc, du coup, aujourd'hui, nous avons proposé donc à l'hôpital le rachat des locaux pour pouvoir faire ces travaux d'insonorisation, puisque aujourd'hui, la mairie ne peut pas insonoriser et faire des travaux sur un bâtiment qui ne lui appartient pas. Voilà. Alors, c'est la suite de ma question, c'est de plus le rachat de locaux de l'hôpital par la commune ne risque-t-il pas, en diminuant son activité, de contribuer à son déclin et à terme à sa disparition? Au contraire, parce qu'en fait, aujourd'hui, les locaux leur coûtent de l'argent en termes de maintenance et de rénovation. Nous, l'objectif, c'est de récupérer les bâtiments pour les remettre aux normes, faire les travaux et ramener de nouveaux spécialistes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. L'objectif, c'est de ramener, on espère ramener des nouveaux médecins généralistes, mais aussi des spécialistes. Et là, par exemple, concrètement, nous avons un projet avec la sage-femme en lien avec une infirmière sur les bâtiments. Mais si on ne fait pas les travaux, on risque de perdre notre sage-femme, perdre au contraire, dans le sens inverse, nos spécialistes. Moi, c'est là-dessus que j'ai été alertée. J'ai alerté l'hôpital sur les conditions qui n'étaient pas très bonnes pour les spécialistes, les professions libérales. L'hôpital n'a pas les moyens aujourd'hui de faire les travaux. Donc, c'est plus simple, en effet, de faire une session et de pouvoir nous-mêmes faire les travaux pour garder ces professionnels sur site qui peuvent aussi avoir une action, d'ailleurs, à mi-temps libéral et à mi-temps salarial à l'hôpital. Donc non, pour nous, la démarche, c'est au contraire de consolider ce site, de continuer à accueillir de nouveaux spécialistes pour que ce soit vraiment un site médical et paramédical, et donc de conforter l'hôpital. Parce que plus on aura de spécialistes autour, plus l'hôpital aura une vraie raison de pouvoir continuer, et en particulier sur des soins de suite, si on a bien évidemment les kinés, la sage-femme, enfin l'orthophoniste, etc. qui restent. On a des jeunes femmes, la sage-femme et l'orthophoniste, ce sont des jeunes femmes qui sont installées, il ne faut pas les perdre. Ce sont en plus des spécialités très particulières. L'orthophoniste, il n'y en a pas partout. Et donc, pour les garder, il leur faut des bâtiments qui sont aux normes, ce qui, vous comprenez bien, accessibles pour les personnes handicapées, insonorisées, etc. L'hôpital n'étant pas les moyens, nous avons proposé. Mais attention, sur votre question, nous avons proposé de récupérer ces bâtiments pour faire les travaux. Nous n'avons pas proposé de les acheter pour donner de l'argent à l'hôpital du Lude. Je le dis là parce que c'est une vraie discussion qu'on a. Aujourd'hui, nous, on est prêts à récupérer les bâtiments et à faire les travaux dedans. Mais on ne va pas les acheter des sommes... voilà, il faut aussi être raisonnable. Donc, c'est une vraie négociation qui est en cours actuellement. Question suivante. Lors de la dernière réunion du CCAS, vous aviez indiqué qu'il y avait 100 emplois disponibles sur la commune, dont 80 sans qualification nécessaire, et en précisant que l'agence d'intérim actuelle avait des difficultés avec des personnes qui refusent les emplois proposés. Connaissant une famille en difficulté financière, je leur ai indiqué cela. La dame s'est rendue à l'agence, insistant sur ses difficultés et sur sa motivation. Réponse, pas de poste pour des femmes, ils ne cherchent que des hommes, qui par ailleurs constitue une infraction au droit du travail. Pouvez-vous donc nous donner des précisions sur les entreprises qui, à votre connaissance, recrutent et sans discrimination de genre? Alors, sur la première partie, vous comprenez bien que je ne vais pas parler pour Actual. Par contre, je suis allée voir l'agence intérim par rapport à cette question et ils m'ont dit que ce serait bien que vous puissiez venir les voir parce que ce n'est pas tout à fait l'agence Actual que vous mettez là dans votre question. Je ne peux pas parler en leur nom. La mairie, elle n'est pas agence d'intérim. Mais par contre, je suis allée les voir quand même pour comprendre un peu votre question. Moi, ils me disent que ce n'est pas ce qu'ils ont dit et que ça n'a pas été bien compris. En effet, ce qu'elle a répondu, mais... Elle m'a dit que vous pouviez aller les voir sans aucun problème. Elle a répondu qu'actuellement, les postes qu'elles avaient, c'était des postes qui demandaient une force physique qui dépassait en effet la possibilité de certaines femmes. Bon, après, les entreprises, elles demandent des postes, voilà. Sur le reste, l'agence actuelle n'a pas toutes les entreprises. Mais par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que Zeppelin cherche des femmes ou des hommes, mais qui ont une certaine dextérité dans les doigts pour pouvoir... parce qu'ils ont un fort développement. Nous avons l'anciennement Vetra, Novinic, qui recherche aujourd'hui aussi. Nous avons Tancoin TMI qui recherche aussi, hommes ou femmes, qui peuvent travailler sur des entreprises, sur des machines, pardon. J'ai l'entreprise Fourreau qui recherche aussi actuellement. Nous avons...
Je liste parce que je reçois dans 2 jours une grosse entreprise qui s'appelle Coriolis qui a plus de 100 postes de disponibles en téléconseil. Donc là, ça peut être aussi des femmes. Alors, c'est pas sur le LUD, mais il y a possibilité de travailler en tout cas chez eux. Enfin bref, vous voyez, rien que là, il y en a 100 emplois. Donc, c'est pas sur le LUD, mais en tout cas, c'est autour. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté de recrutement. Pour quelqu'un qui veut travailler, il trouve. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut envoyer des CV, il faut aller voir les entreprises, il faut aussi un petit peu se vendre. Les entreprises ne viendront pas vers vous, mais par contre, si vous allez vers les entreprises, ça peut fonctionner. Et je rappelle que je n'ai pas à préciser, mais l'hôtellerie-restauration aujourd'hui est beaucoup en recherche aussi. Hein. L'hôtellerie-restauration est beaucoup en recherche aussi actuellement. Hein. Pouvez-vous nous indiquer le coût pour la commune du Congrès des maires et en dehors du prestige pour vous-même auprès de vos pairs, quelles retombées la commune peut-elle en attendre? Les participants n'ont fait que de visiter un gymnase qui doit beaucoup ressembler aux autres. Alors, ils ont aussi beaucoup visité le château, d'ailleurs, l'après-midi et le centre-ville. Donc, le château est différent des autres châteaux. Si, ils ont, puisque M. Denis Colay est présent et peut l'attester, en fait, il y en a beaucoup qui sont venus visiter le château. C'était un peu aussi le centre-ville, c'était l'objectif. Alors, le prestige pour moi-même, vous savez, le prestige, j'ai fait un discours de présentation de la ville où j'ai mis en avant les entreprises. Voilà. J'ai mis en avant les entreprises de la ville, etc. C'est pas moi qui me suis mis en avant, c'est plutôt la ville. On avait en plus une superbe vidéo sur la ville. Donc, bon, là-dessus, sur cette attaque, sincèrement, on n'a pas pris ce congrès pour moi. Hein, on l'a pris pour mettre en avant la ville du Lude, le Pays Vallée du Loir, l'ensemble de notre territoire. Sur le coût, bah, écoutez, on a tous voté en conseil municipal un budget maximum de 25 000 € pour ce congrès. Nous avons dépensé exactement 19 000 €. Voilà. Donc on est en dessous du budget que nous avions voté. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça a été un des plus gros congrès depuis 10 ans, plus de 720 élus. Il y a eu vraiment un très bon accueil. J'étais très contente d'avoir plus de 17 élèves du lycée Estournel de Constant en bac pro accueil qui sont venus nous aider. Il y a 4 élèves aussi du lycée Maréchal Leclerc sur une section d'hôtellerie collective. Ils sont venus nous soutenir et ça a été quand même très intéressant pour eux, une très belle expérience, ainsi que les enseignants qui les ont encadrés. Ça a été une belle manifestation, ça s'est très bien passé. Ça a été beaucoup de stress. Je comparais ça à un mariage. On l'a préparé pendant 2 ans, puisqu'avec le Covid, ça a été reporté. C'est passé très vite, mais ça a mis vraiment en valeur la commune et son territoire. Donc moi, je trouve que c'est très positif. On ne le reverra pas, le congrès au Lude, avant extrêmement longtemps. Hein. Donc c'était quand même une manifestation à ne pas rater pour mettre en avant notre ville. Puis il y avait beaucoup de nouveaux élus qui ne connaissaient pas du tout la ville du Lude et qui ne connaissaient pas le Sud-Sarthe. Donc ça a été quand même, donc pour moi, une très belle réussite. Et ce n'était pas pour moi personnellement, mais pour l'ensemble de la ville. J'ai trouvé que c'était une belle réussite, y compris pour le pays. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les discours étaient un peu longs. Alors ça... Vous aviez beaucoup de retard sur le... Un quart d'heure. Alors, vous savez, sachez qu'on a eu un quart d'heure de retard sur le programme au final, ce qui est extraordinairement peu par rapport aux autres congrès où d'habitude on a plus d'1 heure de retard. Donc, sur le congrès du Lude, tout le monde a dit que ça avait été bien rythmé, bien dynamique et du coup on avait eu peu de retard. Non, un quart d'heure pour vous là, c'était beaucoup, mais en fait pour les autres élus, ça a été rien du tout en fait. Oui, monsieur Tricot, allez-y. Oui, moi je vais répondre au sujet de ce congrès qui a été très bien présenté, très belle présentation. Par contre, d'un côté et de l'autre, on entend que les adjoints ont été présents à ce congrès et gratuitement par rapport à la commune. C'est pas vrai du tout, on a payé 29 €, moi et mes collègues. Pour le repas. Pour le repas. Et vous avez passé beaucoup de temps à l'organisation. Ça n'a pas été gratuit. Voilà, et beaucoup de temps à l'organisation et je vous remercie tous les élus, mais y compris parce que les élus de la minorité étaient présents aussi hein, sur l'organisation. Vous êtes venus nous soutenir et nous aider, donc je vous remercie tous parce que si ça a bien réussi, c'est parce qu'on l'avait bien anticipé et que surtout on était assez nombreux pour accueillir l'ensemble des élus. Hein, donc je vous remercie tous en tout cas pour cette réussite. Question suivante. Donc, question numéro 5. Un habitant qui ne lit pas la presse locale vous a interpellé pour avoir reçu le Loir-et-Marcon après la semaine bleue.
Pouvez-vous nous repréciser les dates de bouclage, d'impression et de distribution? Alors, les dates de bouclage du bulletin municipal dépendent de la configuration du calendrier, notamment l'emplacement des week-ends. Néanmoins, le bouclage se situe entre le 25 et 30 de chaque mois. Sa distribution nécessite 2 à 3 jours entre le 5 et le 10 de chaque mois. Voilà. Donc, je vous rappelle, à titre d'information, que nous avions à une époque une société qui avait pas mal de difficultés. Ensuite, on est passé par la Poste. Et ça a été compliqué. Et aujourd'hui, c'est une régie interne et on a de moins en moins de retours de non-distribution. Donc ça, c'est plutôt très positif. Mais pour avoir un Loire-et-Marconne complètement bouclé, en effet, le 25, tout est fini. Il faut que ça parte à l'impression pour pouvoir ensuite être distribué. Voilà. Donc souvent, tous les textes, etc., sont quasiment terminés pour le 15, pour le Loire-et-Marconne d'après. Voilà. Question 6. Pouvez-vous nous préciser où en sont les négociations avec la Comcom pour le site Candia? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons reçu un courrier de la part de la communauté de communes nous indiquant que la communauté de communes cédait le site dans son entier à la commune du Lude. La seule chose que nous ne savons pas encore, c'est le prix. Mais en tout cas, on a un courrier qui nous acte bien que l'ensemble du site sera vendu, cédé à la commune du Lude. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore exactement le tarif. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc il n'y a pas de prix. Oui, et puis elle a raison, Madame Levert, c'est un courrier du président, pas du conseil communautaire. Question suivante. Alors, la dernière question. Lors du dernier conseil, vous nous aviez indiqué avoir entrepris des démarches, notamment auprès de Google, pour les trajectoires indiquées par les GPS qui amènent les poids lourds en empruntant les rues étroites du centre-ville. Pouvez-vous nous renseigner sur les suites de ces démarches? Non, les démarches ont été faites auprès de Google, mais je vais dire la chose suivante, parce que j'avais dit à la dernière réunion, on comptait 2 ans. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, ils commençaient à passer dans les rues du Lude, ils vont revenir, mais ça ne veut pas dire pour ça que lorsque Google a fait cette démarche, que ça indique les déviations poids lourds. Attention, les déviations poids lourds, c'est un respect des panneaux. Ça ne vous indique pas sur un GPS, tel véhicule dépassé dans tel endroit. Un GPS, c'est l'indication des lieux destinés à être rendus, c'est-à-dire le convergence de devoirs vers le monde, vers la pêche. Mais le centre-ville, ça ne vous dit pas que c'est interdit ou pas lourd. Il ne faut pas oublier ça. Par contre, excuse-moi, je te coupe, Jean-Paul, mais ça serait bien d'aller voir quand tu remontes de la route du Mans pour arriver au centre-ville. Parce que je pense que le panneau où il y a marqué sens interdit pour les 3 tonnes 5, il est moins visible parce que je crois qu'il y a un panneau devant. Là, c'est bien un panneau devant. Non, si je te jure, moi je suis venu d'un restaurant à pied et on le voit, je pense qu'il est caché. Mais les panneaux, de toute manière, ils vont certainement être changés par la suite parce qu'ils ne sont pas assez grands. Voilà. Ou les gens, il faudrait des lunettes qui ne vont pas faire. Merci Jean-Paul. Ce que je vous propose avant de finir le conseil municipal, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire donner le micro à Bruno Régnier qui est arrivé et qui va se présenter. Bruno, ce que je vous propose, c'est de vous présenter déjà votre parcours et puis ensuite de présenter vos missions, qu'on puisse bien comprendre pourquoi vous êtes là. Et merci d'être avec nous ce soir. Il faut bien parler devant le micro. Je peux parler quand même? Oui. On me voit? Ou je me lève peut-être? Je vais me lever comme ça, tout le monde me verra. Donc bonsoir à tous. Je m'appelle donc Bruno Régnier. J'ai été engagé par la commune du Lude, par la commune de Maillet et par la communauté de communes le 1er juin dernier. Donc sur 2 missions. La première, c'est les petites villes de demain, parce que le Lude est une petite ville de demain. Et la deuxième, c'est l'opération de revitalisation du territoire. Donc je vais pas forcément développer tous les points ce soir, sinon le conseil municipal va vraiment traîner. Et donc à la base, je suis paysagiste concepteur de formation, donc j'étais chef de projet dans un bureau d'études interne à la ville du Mans sur tous les aménagements d'espaces extérieurs. Et ici, donc le programme Petite Ville de demain, en fait, c'est... donc j'en reviens, aujourd'hui c'était les rencontres nationales à Paris, donc vous m'excuserez si je suis pas tout à fait clair, mais... donc en fait c'est un tissu cousu main par commune parce qu'il n'y a pas 2 communes qui sont pareilles, ça découle un peu de Action Cœur de Ville mais pour les plus petites communes et ça travaille sur absolument
les axes possibles en matière d'attractivité du centre-ville, que ce soit de l'aménagement, de la dynamisation économique, de la dynamisation commerciale, de la vacance de logement, travailler sur l'insalubrité, la disponibilité, l'adaptabilité. En fait, on travaille vraiment sur tous les axes qui peuvent aider une commune à se revitaliser. Je ne dis pas que le LUD est en déperdition, il y a énormément de choses qui fonctionnent déjà, mais c'est sur quel projet on peut travailler. Par exemple, en ce moment, il y a une étude qui est faite sur la revitalisation commerciale du LUD. Donc il y a un bureau d'études qui est venu faire un relevé de terrain. C'était cette semaine, et il y a une enquête en ligne qui a été démarrée, c'était cette semaine aussi, un router. C'est une consultation citoyenne pour déterminer en fait les habitudes de fréquentation des usagers, pas forcément les habitants, parce que par rapport à leur centre-ville et à leurs habitudes de fréquentation et de consommation et d'achat sur les commerces de proximité, pour essayer de comprendre aussi comment on fonctionne à l'intérieur de notre ville et sur la, j'aime bien le mot, mais sur la maturité digitale. En gros, c'est nos habitudes de consommation en ligne et comment on pourrait les développer. Est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'on peut les développer? Donc cette enquête, par exemple, elle va nous révéler ça. Donc on l'a développé sur Footer, mais on l'a aussi développé dans les cahiers de liaison des élèves, parce que quand je parle des usagers, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément de la commune, mais qui, de passage par la commune, peuvent venir fréquenter la commune. Quand je parle des petites villes, donc ça c'est pour l'enquête commerciale. Quand je parle de revitalisation, par exemple, on peut aussi travailler sur les plans de déplacement piéton. En fait, les dynamiques de flux, tout à l'heure vous parliez de la déviation poids lourd. Mais en fait, c'est les flux en général, parce que par exemple, quand on regarde le plan de flux piétons, on voit qu'aujourd'hui, quand on va visiter le château, je vous montre du doigt, mais quand on va visiter le château, ça draine beaucoup de personnes par an, mais en fait, on a une dynamique de flux qui fait que quand on sort du château, on sort un peu du LUD. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas retravailler aussi ce plan de flux, etc. Donc on a une... Hein? Ça va être plus compliqué. Non, pas déplacer le château, mais... On a une étude de revitalisation qui a été faite sur le LUD qui donne un process opérationnel, donc une sorte de marche à suivre pour la redynamisation de la commune, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent. Là, j'entendais tout à l'heure, vous parliez de Candia. Candia, c'est un sujet aussi sur lequel il faut travailler, parce qu'en fait, c'est une friche, et aujourd'hui, dans le zéro artificialisation net, dans des enjeux de sobriété foncière, etc., il y a aussi énormément de choses à faire avec ce site, à l'heure où demain, on pourra plus s'étaler, ou presque plus, que ce soit en commune urbaine, littorale ou rurale. On est tous soumis aux mêmes contraintes. Donc voilà, le programme Petite Ville de demain, il est très très vaste. En fait, c'est une offre de services qui regroupe énormément de choses, et avec lesquelles en fait on détermine un plan d'action, donc en lien avec les agents des services, Madame le maire et tous les élus, et vous tous, c'est un programme qui dure 6 ans, donc qui amène un soutien en ingénierie, donc entre guillemets par ma présence, mais aussi par toute l'offre de services, et un soutien sur des mesures financières thématiques. On a des dotations de soutien à l'investissement local, mais on a aussi, par exemple, l'étude dont je viens de vous parler, elle est complètement payée par un marché à bon de commande de la Banque des Territoires. Elle coûte 0 à la commune, et derrière, elle va nous amener un diagnostic supplémentaire sur les habitudes de fréquentation des habitants. En fait, c'est vraiment de voir sur quels axes on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut récupérer pour déployer des actions. On finit d'établir une stratégie pour avoir une déclinaison opérationnelle efficiente qui amène à un vrai projet de territoire pour la commune, et qui la rebouche sur les axes qu'on aura décidé de travailler. Est-ce que j'ai été clair ou ça va? Une question, si vous permettez. Ah oui. Vous êtes basé au Guinée, c'est ça? Ah non. Non. Alors, c'est une très très bonne question. Mon temps de travail, il est partagé entre 3 collectivités, que sont la communauté de communes pour l'opération de revitalisation de territoire. Je peux vous faire un petit mot sur cette opération de revitalisation de territoire. Vous avez compris les PVD. Maintenant, mettez les PVD dans un bloc, et l'autre bloc, c'est ma mission ORT. L'ORT, c'est 4 axes. C'est l'attractivité commerciale des centres-bourgs. Et ça, c'est un axe qui va surtout concerner des communes comme le LUD ou Maillé, maximum, parce qu'en fait, on arrive déjà sur des échelles de territoire où il n'y a pas non plus tellement d'habitants. Ces axes d'attractivité commerciale, c'est la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale, par exemple. Ça concerne des très grandes surfaces commerciales. Donc pour toutes les petites communes de moins de 500 habitants, ce n'est pas vraiment un sujet. La possibilité de suspension au cas par cas des projets commerciaux périphériques, c'est
c'est un peu une marche arrière sur ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où on a décidé de développer les projets commerciaux autour de nos communes, et ça a un peu siphonné nos commerces de proximité. Aujourd'hui, on fait un peu marche arrière en disant, voilà, aujourd'hui je travaille sur mon centre-bourg, je veux que mes commerces de proximité ils soient boostés, donc on ne va pas forcément autoriser Jardiland ou VNB, enfin, de toute façon c'est sous accord de la préfecture et c'est sur décision de la municipalité, de dire quel projet on pourrait installer en périphérie. Mais déjà, le LUD, on arrive sur une échelle urbaine, pile poil en gros pour travailler sur ce genre d'outils. Ensuite, c'est la réhabilitation de l'habitat. La réhabilitation de l'habitat, c'est un grand outil. Donc en ce moment, il y a une étude préopérationnelle pour l'amélioration de l'habitat qui est portée par la communauté de communes pour ces 19 communes et qui va derrière probablement mener à une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, qui est un outil de l'ANA en fait, qui donne des autorisations d'engagement assez élevées pour travailler sur de l'habitat privé. L'ANA étant l'Agence nationale de l'habitat. Excusez-moi, oui. Agence nationale de l'habitat. Donc, pour travailler sur de l'habitat privé, donc des aides pour l'habitat privé, sur des opérations de rénovation énergétique, sur des opérations d'accessibilité des logements, pour lutter contre la vacance. Et Dieu sait qu'on a de la vacance sur nos communes. Et la vacance, c'est pas que ce qui est vendu. On parle aujourd'hui du marché de l'immobilier qui est tendu, mais on a aussi tout ce qui n'est pas ni vendable ni louable aujourd'hui parce que impossible à habiter. Donc on a ça, on a un dispositif qui s'appelle le Denormandie dans l'ancien, qui est un procédé de défiscalisation pour les investisseurs privés à condition qu'ils fassent du baillage locatif et des travaux de rénovation énergétique. Ensuite, on a l'ORT, donc les deux autres outils, c'est des nouveaux permis d'aménager multisites, etc., et des droits de préemption qui sont renforcés ou à disposition des locaux artisanaux. Donc si vous voulez, l'ORT, c'est une deuxième partie de ma mission, mais elle concerne également le LUD, en fait. Parce que l'ORT, pour être déployée, il faut pour lui, si on veut qu'elle vive, il faut lui trouver un sens. Et aujourd'hui, elle va aussi trouver du sens à accompagner le tissu cousu humain des PVD dans la gestion des projets. Donc là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais cette convention, elle est écrite en même temps que l'exemple PVD. Mais donc, mes deux missions sont pour le LUD. Et pour finir à répondre à votre question, donc mon temps de travail il est partagé entre les 3 collectivités. Mais j'ai un bureau à Maillet, un bureau au LUD et je passe pas tant de temps que ça sur Aubigné parce que de toute façon mon travail pour la communauté de communes, par ma visite des 19 et par le fait de leur présenter l'outil et la convention à naître, globalement ça va quand même se résumer pas mal à nos 2 pôles relais que sont le LUD et Maillet, même s'il y aura quelques exceptions avec quelques autres communes qui potentiellement seront signataires de la convention ERT. J'espère que je ne vous perds pas avec les acronymes, mais globalement, j'ai un bureau au LUD, un bureau à Maillet. Voilà, je passe énormément de temps sur ces 2 communes, je passe aussi du temps sur les autres, parce que mon temps de travail doit être partagé, mais c'est l'écriture de la convention RT. C'est pas, voilà. Ça va, c'était clair? Pas de question particulière, juste un calendrier d'action. Un calendrier d'action. Donc la convention Petite Ville de demain, donc elle a été signée par tous les, j'oublie le mot, partenaires. Donc le 1er juin officiellement. Donc les partenaires, c'est le département, le pays, la Banque des Territoires, le pays PETR, Pays Vallée du Loir, l'ANA, la région et les 3 collectivités. Ils sont 8 signataires. La convention ORT, elle doit être écrite à 18 mois à partir de mon arrivée et de l'écriture de la convention PVD. Donc c'est maximum signé par tous les partenaires et les conseils communautaires et municipaux le 1er décembre 2022. Donc c'est rapidement. Sur le calendrier, parce que je pense que monsieur je peux en parler. me dire, c'est que oui. Les actions, Bruno est déjà dessus, il travaille sur des îlots de rénovation, en tout cas sur le LUD. On a beaucoup travaillé sur l'îlot de Candia, vous l'imaginez bien. Et donc on a déposé des demandes d'aide financière importantes, puisque sur ce site, je pense qu'il va y avoir des travaux importants de désamiantage et de démantèlement qui vont être très lourds. Donc voilà, les premières actions, là on est sur les enquêtes commerciales en effet, mais d'ailleurs je tiens à dire qu'il y a une enquête Vouter qui est en cours aussi sur vos habitudes commerciales, je parle à tous. Ce serait bien de pouvoir y répondre pour qu'on puisse voir un petit peu le nombre de personnes qui viennent consommer en centre-ville, combien de fois par jour, par mois, etc. et par semaine.
Donc, nous sommes aujourd'hui sur ces actions-là pour pouvoir sans doute essayer de mettre en place une place de marché en 2022, je pense, ou 2023. Voilà, si on parle commencement de calendrier. Je ne savais pas quel calendrier d'accueil j'ai décliné à Renault, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de consulter avant. Mais là, par exemple, on a répondu à un appel à projet donc, sur les microfolies, sur lequel on est éligible. Donc, la microfolie va se déployer d'ici 2022, normalement. La microfolie, c'est un musée numérique. Globalement, c'est qui va être déployé sur l'espace Ronsard. Donc en fait, c'est apporter l'art, apporter des communes rurales pour derrière pouvoir. Donc c'est une offre qui a été proposée par l'établissement public de la Villette et le ministère de la Culture, qui est donc sur lequel on est financé à 80%. On a eu la réponse cette semaine, ou la semaine dernière, je ne me souviens plus. Donc on est éligible. Donc on va déployer ce musée numérique, un espace de réalité virtuelle dans le nouveau parc culturel de l'espace Ronsard, qui va être animé par notre service culture. Et donc ça, en fait, c'est, si vous voulez, les collections, par exemple, c'est des œuvres qui ont été numérisées par l'établissement public de la Villette. Donc c'est des collections, je crois qu'il y a plus de 6000 œuvres qui ont été numérisées et qui tournent. En fait, qui tournent, c'est des collections de 10 minutes ou alors qui sont animées par un médiateur. Et quand ça nous plaît, on clique sur la tablette et on a l'œuvre et on peut zoomer par exemple sur la Joconde à la tâche de peinture, alors que la Joconde, si on veut l'avoir en vrai, c'est 30 minutes d'attente devant un tout petit tableau. On fera une inauguration et on montrera Bruno à ce moment-là. Je pense que ce sera plus visuel que juridique. Ah oui. Et on a répondu aussi à un deuxième appel à projet, donc qui est une pour le développement à côté du collège des 4 vents, on a un city, un pump track et une sorte d'agré sportif. Et en fait, si vous voulez, il y avait une proposition dans le cadre de Paris 2024 pour 41 collectivités françaises portées par l'Agence nationale du sport. Par l'Agence nationale du sport pour développer une piste d'échauffement en fait. Et du coup, l'équipement était intéressant, mais en fait, si vous voulez, un équipement pour un équipement, ça fait un peu boîte à œufs. Et pour éviter donc d'avoir plusieurs équipements les uns à côté des autres, vraiment je peux coller. Pour éviter d'avoir plusieurs équipements les uns à côté des autres, on a choisi d'avoir une sorte de projet, une cohérence d'ensemble sur ce site, dans le cadre d'une potentielle requalification de ce site à terme, pour avoir une piste d'échauffement. Et donc une piste d'échauffement, c'est du marquage au sol, une arche, un chronomètre solaire et un podium, dans le cadre de l'esprit de jeu Paris 2024, qui derrière donnerait un coup de visibilité si on était éligible, parce que pour le coup, ça, on n'a pas encore eu la réponse, à la commune, parce que du coup, on aurait l'Agence nationale du sport qui viendrait sur site, avec des athlètes, etc., pour faire une inauguration au niveau du LUD. Monsieur Régnier est quelqu'un qui, vous avez pu le sentir à la façon dont il parle. C'est quelqu'un de très motivé, très dynamique. Il est encore plus dynamique que le maire, je ne vous raconte pas. Et donc, voilà, il est plein de projets et je crois qu'on aura l'occasion de refaire différentes interventions sur ce sujet. Madame Levert, vous vouliez avoir une intervention? Oui, juste le remercier parce qu'en fait, il est un peu jet-lagué, comme on dit. Il a été à Paris toute la journée sur une journée nationale en fait, des petites villes de demain et il est arrivé juste pour nous rejoindre. Donc merci Bruno. Juste compléter par rapport à la question de M. Nicolaï, en fait on est en train de travailler en ce moment avec Bruno pour articuler tous les grands projets de la ville du Lude et principalement tous ceux qui ont été réfléchis dans le cadre de l'étude de revitalisation et de réarticuler en fait les projets dans un ordre qui correspondra plus aux programmations des petites villes de demain. Voilà. Et juste, je rajoute, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que par exemple, nous avons quand même déjà réussi à avoir un nouveau kiné qui est arrivé sur la ville du Lude. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, donc la démarche, en tout cas pour essayer de trouver des nouveaux professionnels de santé, prend du temps, mais on y arrive et tant mieux parce que ce kiné nous manquait. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis au prochain... Ah oui, Sonia? La date du prochain conseil, Madame Levert? Le 29 novembre, je crois. Je crois aussi, mais je vérifie tout de suite. Pour moi, ça doit être ça. 29 novembre. 29 novembre, tout à fait. À 20h. Merci beaucoup, bonne soirée.